Avril 1986. Un conducteur d'engin creuse le chantier de la future autoroute A26, dans l'Aisne. Sa pelle remonte de la terre. Dans la terre, il y a des ossements humains. Le corps est trop dégradé pour être identifié. Il faudra un bracelet de communion pour lui rendre un nom. Christelle Houdin, 13 ans, disparue 5 mois plus tôt en rentrant d'un match de football à 2 km de chez ses grands-parents. Et Christelle n'est pas la première. Elle est la deuxième. Il y en aura 4 entre 1985 et 1988 le long du même chantier. La justice a prononcé des non-lieux. 40 ans plus tard, les 4 dossiers viennent de rouvrir parce qu'un homme a fini par avouer des meurtres et la date qu'il donne ne colle pas. L'Aisne, au milieu des années 80, c'est un département rural du nord de la France. Des villages de quelques centaines d'habitants, des champs, des bois, des routes départementales étroites et beaucoup de gens qui se déplacent à pied ou en stop parce qu'il n'y a pas de bus. Et à ce moment-là, une chose énorme traverse ce paysage, le chantier de l'autoroute A26. Des kilomètres de terre retournée, des engins, des baraquements, des centaines d'ouvriers qui arrivent, travaillent quelques mois, puis repartent plus loin à mesure que le tracé avance. Un chantier mobile qui remonte lentement le département. Retenez cette image, parce que c'est elle qui hante toute l'affaire. La première victime s'appelle Sophie Borka, elle a 16 ans, elle est lycéenne à Saint-Quentin. Au printemps 1985, elle disparaît à la sortie de son lycée. Un mois plus tard, en juin, on retrouve son corps dans un bois, à Homblières. 6 mois après, c'est Christelle Houdin. 13 ans, elle est élève du même lycée que Sophie Borka. Le dimanche 17 novembre 1985, elle assiste à un match amical de football à Brissy-à-Mégicourt. Elle repart. Elle doit rejoindre ses grands-parents. Moins de 2 km à parcourir. Elle n'arrivera jamais. Pendant 5 mois, on ne trouve rien. Et puis, en avril 1986, cette pelle mécanique sur le chantier de l'A26. Arrêtons-nous une seconde sur ce détail, parce qu'il dit tout de cette affaire. Christelle Houdin n'a pas été retrouvée par une enquête. Elle n'a pas été retrouvée par des chiens, par une battue, par un renseignement. Elle a été retrouvée par hasard, par un ouvrier qui creusait pour autre chose. Sans ce coup de pelle, elle serait probablement encore sous une autoroute que des millions de gens empruntent chaque année. 2 adolescentes, du même lycée, en 6 mois, dans le même secteur. Vous vous dites que le département a dû basculer. Il ne bascule pas. Il n'y a pas de cellule dédiée, pas de rapprochement systématique entre les dossiers, pas de fichier national d'analyse sérielle. Ça n'existe pas encore en France en 1985. Chaque affaire est instruite séparément, dans son tribunal, avec ses moyens. Et assez vite, la justice prononce des non-lieux, faute de pistes sérieuses. Non-lieu, ça veut dire qu'on ferme, qu'on classe, que les parents de Christelle Houdin, de Sophie Borka n'auront pas de procès, pas de coupable, pas d'explication. Et pendant que les dossiers se referment, le chantier, lui, continue d'avancer. Le 30 juin 1988, à Petit-Verly, Ghislaine Charlier part faire son jogging. Elle a 43 ans, elle est conseillère municipale de sa commune. Elle court dans la campagne autour du village comme elle le fait régulièrement. On retrouvera son corps entre Eysonville et Montigny-en-Arouez. Quelques mois plus tard, le 23 octobre 1988, une voiture est retrouvée abandonnée sur une aire de repos de l'A26. Elle appartient à Marie-Thérèse Borde. Une semaine plus tard, son corps est découvert à Ployard et Vorsen. 4 femmes, une adolescente de 13 ans, une lycéenne de 16 ans, une élue de 43 ans, une automobiliste. Aucun profil commun, sinon la géographie. C'est une journaliste du quotidien L'Union, Isabelle Orlan, qui donne à l'affaire le nom sous lequel on la connaît encore, les disparus de l'A26. Et l'hypothèse qui s'impose dans la région comme dans la presse, c'est celle d'un tueur en série. Quelqu'un qui suit le chantier, quelqu'un qui arrive avec les engins et repart avec eux, quelqu'un qui connaît les chemins de terre, les bois, les zones de terrassement, parce qu'il y travaille,
Cette hypothèse n'a jamais été démontrée. Elle n'a jamais été écartée non plus. Et puis les années passent, 30 ans passent. Maintenant, il faut parler d'un homme, et il faut être extrêmement précis, parce que ce que je vais dire est facile à mal comprendre. Cet homme s'appelle Jacques Ranson. Il est né le 9 mars 1960 à Aille, dans la Somme, c'est-à-dire à moins de 70 km de Saint-Quentin, là où vivaient Sophie Borka et Christelle Houdin. Jacques Ranson a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en mars 2018. Il est celui que la presse appelle le tueur de la gare de Perpignan. En 1997, après un premier passage en prison, il quitte sa Picardie natale, descend à Perpignan et s'installe dans un hôtel à 100 mètres de la gare. 2 jeunes femmes seront violées, tuées et mutilées dans ce périmètre. Il a fallu attendre 2014 et 34 heures de garde à vue pour qu'il avoue le premier meurtre. 1 an plus tard, il avoue le second. Mais ce n'est pas la partie qui nous intéresse ici. En juin 2019, après 45 heures de garde à vue, Jacques Ranson avoue un autre crime. Un crime commis dans la Somme, 13 ans avant Perpignan. Le 28 juin 1986, il enlève Isabelle Mesnage, 20 ans, qui faisait du stop. Il la viole et l'étrangle. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard sur un chemin de terre à Cachy. Il sera condamné à 30 ans de réclusion supplémentaire en juin 2021. Et pendant ses aveux, il dit une chose précise. Il dit qu'Isabelle Mesnage était son tout premier meurtre. Juin 1986. Reprenez les dates. Sophie Borka est retrouvée morte en juin 1985. Christelle Houdin disparaît en novembre 1985. Les deux, à moins de 70 km du village où Jacques Ranson est né et a grandi. Les deux avant la date qu'il donne comme celle de son premier crime. Alors de 2 choses l'une, soit il dit la vérité et il n'a rien à voir avec les 2 adolescentes de Saint-Quentin, auquel cas quelqu'un d'autre les a tuées et cette personne court toujours ou est morte sans avoir jamais été inquiétée. Soit il ne dit pas toute la vérité. Et il faut savoir que c'est un comportement documenté, un homme qui a mis 34 heures de garde à vue à reconnaître un meurtre, puis 45 heures à en reconnaître un autre, ne livre pas spontanément l'intégralité de son parcours. Chaque aveu supplémentaire aggrave sa situation sans rien lui apporter. Je veux être très clair sur ce point, et je vais l'être 2 fois. Jacques Ranson n'a jamais été mis en examen pour les meurtres des disparus de l'A26. Il n'a jamais avoué ces faits. Et surtout, le procureur de Laon a explicitement déclaré que les éléments récents ne permettaient pas d'établir de lien formel entre les dossiers Borde, Houdin, Borka et Charlier. Ce n'est pas une accusation, c'est une coïncidence géographique et chronologique que la justice examine, et rien de plus. Ce qui est certain en revanche, c'est que les dossiers ont été rouverts. Le parquet de Laon a annoncé la réouverture d'une information judiciaire sur le meurtre de Marie-Thérèse Borde. Et les 4 dossiers ont été repris par le pôle des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, la structure créée pour reprendre, partout en France, les affaires que les juridictions locales n'ont pas pu résoudre. 40 ans après. Alors, il faut poser les questions qui restent, et il y en a 3. La première, pourquoi a-t-on classé si vite ? En 1985, dans un département rural, 4 morts en 3 ans le long d'un même chantier, c'était déjà énorme. Mais l'outillage n'existait pas. Pas de fichier national reliant les crimes entre eux, pas d'analyse comportementale, pas d'ADN exploitable, pas de moyens de rapprochement entre juridictions. Chaque juge d'instruction travaillait seul, sur son dossier, sans savoir précisément ce qu'il y avait dans celui du voisin. Le non-lieu n'était pas une négligence, c'était la conséquence logique d'un système qui n'était pas conçu pour voir une série. Ce qui n'empêche pas la question de rester entière. Combien d'affaires françaises des années 80 sont dans exactement le même état ? La deuxième, que peut-on encore trouver 40 ans plus tard ? Soyons honnêtes, c'est difficile.
les scellés de l'époque ont pu être mal conservés, voire détruits. L'ADN se dégrade. Les témoins sont morts ou ont oublié. Les lieux ont changé, l'autoroute est construite, le paysage n'est plus le même. Mais les pôles Cold Case reprennent régulièrement des dossiers de cette ancienneté et parfois ça donne quelque chose. Un scellé qu'on peut enfin analyser avec les techniques d'aujourd'hui. Un témoignage qui se libère, un rapprochement que personne n'avait fait parce que personne ne regardait les 4 dossiers en même temps. Or, c'est exactement ce qui change aujourd'hui. Pour la première fois depuis 40 ans, quelqu'un a les 4 dossiers ouverts sur le même bureau. Et la troisième question est celle avec laquelle je voudrais que vous repartiez. Christelle Houdin n'a pas été retrouvée par la police. Elle a été retrouvée par un ouvrier qui creusait une autoroute et identifiée grâce à un bracelet de communion. Ce détail dit une chose terrible. Il dit qu'une partie de la vérité dans cette affaire n'a jamais dépendu du travail des enquêteurs. Elle a dépendu du hasard, du bon coup de pelle, au bon endroit, au bon moment. Et si un seul corps a été retrouvé par accident sur un chantier, la vraie question n'est pas de savoir qui a tué ces 4 femmes. C'est de savoir combien de coups de pelle n'ont jamais eu lieu. Sophie Borka avait 16 ans, Christelle Houdin en avait 13, Ghislaine Charlier en avait 43 et servait sa commune. Marie-Thérèse Borde rentrait chez elle. 40 ans plus tard, aucune des 4 familles n'a jamais eu de réponse. Pas un procès, pas un nom, pas une explication. Le dossier vient de rouvrir. C'est la première fois depuis 1988 qu'on peut écrire cette phrase.